Et vous me dites également si c'est visible de votre côté. C'est parfait. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Donc, effectivement, je suis Yann Torres, je suis un ancien un IENAC 95, un T95. Avant ça, j'étais T2E à l'ENAC. Et donc, depuis que je suis ingé, je suis au BEA et donc maintenant un des vieux enquêteurs du BEA. Estelle vous a parlé de guest star et donc effectivement j'ai deux guest stars ce soir sur cette présentation puisque je vais vous parler d'un événement donc qui s'est déroulé en 2017 et c'était donc un accident survenu à un A380 en vol et donc mais la première des personnes présentes qui est Christian ici en ligne donc avec nous est tout simplement le capitaine du vol de cet événement. Donc voilà, qui va représenter un petit peu l'équipage présent à bord. Donc si jamais voilà, vous avez des questions pour Christian, n'hésitez pas à lui poser. Et ma deuxième guest star, c'est Albert Urdirose. Donc Albert Urdirose qui peut se présenter également, mais en quelques mots déjà, voilà, c'est le responsable de l'équipe safety d'Airbus avec qui le BEA travaille de manière voilà, régulière, en tout cas au cours de ces dernières années, des 25 dernières années on a eu l'occasion de faire quelques enquêtes voilà, partagées, et donc, dans lesquelles Airbus, par cette équipe, aide le BEA dans la constitution des équipes d'enquête et la rédaction des rapports. Voilà pour ce qui est des présentations des personnes. Voilà, donc pareil, hein, pour Albert qui faisait partie de cette enquête, si vous avez des questions qui sont plus orientées vers le constructeur, eh ben, n'hésitez pas à lui poser, je pense qu'ils seront un plaisir de vous répondre. Comme l'a dit également Estelle, si vous le voulez, je souhaite la présentation le plus interactive possible, même si on est très nombreux, donc ce sera difficile. Toutefois, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre et puis on essaiera de revenir dessus. J'ai vu donc parmi les participants quelques noms qui me sont connus et donc je leur souhaite un bonjour particulier. Et donc voilà pour la présentation. Donc il s'agit d'un événement de 2017, comme je le disais. Je ne sais plus si vous vous en souvenez, mais bon, en 2017, il y a eu on va dire un événement, une avarie moteur survenue à un A380 qui faisait un vol CDG Los Angeles. Et donc, il a eu un éclatement moteur pendant la croisière qui l'a conduit à se dérouter. Comment ça s'est passé au niveau de l'information? Tout simplement, le CCO d'Air France nous a avisé, donc c'est arrivé en début d'après-midi pour nous, françaises, après quelques heures de vol pour les personnes à bord. Et le CCO nous a averti de la survenue d'un événement en vol, alors, sans que l'avion ne soit incontrôlable. En revanche, donc, qui nécessitait un déroutement et lorsque l'on a été prévenu, l'avion était déjà posé à Goose Bay. Comment ils ont été prévenus, eux? Bien sûr, par les messages à CARS que délivre l'avion au sol, les messages de maintenance, et donc avec déjà quelques informations qui étaient disponibles, notamment donc le fait que le moteur numéro 4 avait subi une avarie sévère. Euh, pour nous, quand on reçoit ça au BEA, c'est pas quelque chose en gros, qui nous alerte trop fort. En revanche, dès qu'on a reçu cette première photo que vous voyez sur la page de l'événement, qui a été prise par un passager en vol et transmis premièrement à l'équipage et deuxièmement donc via le CCO au BEA, on a pris conscience de la nature de l'événement et là qu'on avait affaire à un événement très sérieux. Donc pour ce qui est de l'événement, donc c'était le 30 septembre 2017, le vol 66 de CDG à Los Angeles avec 497 PAX et 24 membres d'équipage. Un A380 d'Air France donc qui est équipé de moteur Engine Alliance TGP 7270. Et donc Engine Alliance, c'est tout simplement un consortium entre GE et Pratt. Il n'y a pas beaucoup de technique en Engine Alliance pure, c'est simplement donc une association, une venture de deux constructeurs. L'événement lui-même, donc la séparation du fan, donc de la soufflante du réacteur numéro 4 pendant la montée du niveau 370 vers le niveau 390 qui était targeté. Par chance, très peu de dommages directs à la structure de l'avion environnante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dommages sur le moteur, mais
relativement peu de dommages. Peut-être Christian pourra nous rappeler un peu ce dont il se souvient quand il était à bord, mais bon, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il n'y avait pas de surface qui avait été, enfin de surface, on va dire de structure qui avait été endommagée. Là encore, donc un déroutement qui a eu lieu. Donc on voyait que l'événement sur la carte qui a été mappé d'après Flight Radar 24 survient sensiblement au-dessus du Groenland. Et donc l'équipage choisit de poursuivre sur Goose Bay où va se poser donc sans autre anomalie. Alors pourquoi cette enquête a un caractère particulier? Pour deux raisons. La première, c'est la nature donc, du site. On a un éclatement en vol au-dessus du Groenland, qu'on sait être une région inhospitalière. La deuxième, c'est par dire la structure même de l'enquête, puisque normalement, sur une enquête de sécurité, c'est l'état d'occurrence qui mène l'enquête. Et donc là, l'état d'occurrence, si on considère la survenue de l'événement, c'est au-dessus du Groenland, c'est les Danois, en tout cas c'est dans l'espace aérien danois. Donc du coup, ce serait aux Danois de mener cette enquête de sécurité. Ils nous l'ont gentiment délégué, mais au départ, l'enquête avait été ouverte par les Canadiens au motif que l'avion s'était posé chez eux. Voilà. Donc on a une enquête qui fait participer le Canada, qui fait participer les USA pour le moteur, la France en tant que pays constructeur et design de l'Airbus, et la compagnie, l'opérateur Air France, donc, qui est également français. Voilà, donc une délégation d'enquête, le BEA, après un déplacement initial sur le Canada, prend en charge l'enquête sur une enquête déportée, puisque nombre des opérations vont avoir lieu en dehors du territoire français. Quand on voit cette carte donc de Flight Radar, une bonne nouvelle, c'est que on voit que à 13h49, qui était l'heure mentionnée sur les messages à CARS, on est au-dessus de la terre ferme, sachant que si jamais l'éclatement avait eu lieu au-dessus de l'eau, on n'avait absolument aucune chance de retrouver des débris. Là, au-dessus on va dire, d'un territoire de la Terre, on avait une petite chance de le faire. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que déjà, on sait que ça va être compliqué et onéreux d'aller trouver des pièces à cet endroit. Donc, le premier acte d'enquête, en fait, ça va être pour nos spécialistes enregistreurs et également ont été appelés balisticiens, de déterminer une trajectoire de débris possible dans lesquels aller commencer à rechercher les morceaux qui nous manquent, puisque nombre de composants du moteur numéro 4 ne sont plus disponibles et donc sont quelque part sur la calotte glaciaire. Donc il y a une première balistique qui est faite. Il faut savoir donc qu'à la vitesse de croisière de l'avion, une seconde de vol, sensiblement, c'est 1000 mètres d'incertitude au sol. Sous-entendu, quand on a une équipe qui cherche avec des moyens tractés comme des skidoo qui tractent des radars, ça présente des journées et des journées de travail. Donc l'importance de ces calculs et de la précision des calculs là était primordiale. Alors, sur cette première étude balistique, les autorités du Danemark se sont rendus sur place avec un hélicoptère puisqu'ils ont dérouté d'une société qui travaillait sur le Groenland, et ils ont réussi à localiser déjà des débris en surface. Ils se sont posés, ils ont donc ploté quelques débris et en ont collecté déjà quelques-uns. Ensuite, donc, dans le même temps, le NTSB et Arianespace via Airbus ont fait à nouveau des calculs balistiques de manière à affiner les zones de recherche. Et c'est ce que je vais vous détailler par la suite pour les recherches. Donc, excusez-moi, il faut juste que je bouge cette fenêtre-là. Donc, dans le temps où l'équipe d'enquête était sur Goose Bay, donc au Canada, on a pu évaluer les dommages sur avion. Et ce qu'il a été possible d'observer, c'est qu'en fonction des dommages, on avait vu que deux
on va dire, deux débris du fan hub de grande dimension étaient partis selon deux directions différentes et restait un troisième débris qui était le moyeu du fan hub qui lui était toujours sur avion. En revanche, ce débris ne nous apprenait rien quant au mécanisme de rupture qui avait conduit à la ruine de ce moteur. À partir de ce moment-là, Pratt & Whitney, donc, qui était responsable des parties froides du moteur, a commencé les calculs pour déterminer des modes de rupture. Et donc, des mesures conservatoires ont été mises en place, et notamment donc, par l'émission de bulletins de sécurité pour on va dire, des inspections. Voilà. Ça, c'était une collaboration entre Airbus et Engine Alliance de façon à inspecter le reste de la flotte, puisqu'à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi ce moteur a, a été ruiné de manière si brutale et si rapide. Aux yeux des constructeurs, cependant, on sent qu'il y a déjà un scénario qui est en train d'émerger. Le motoriste pense déjà à un problème de maintenance. Comme ça avait déjà été le cas donc en 2010 et à l'issue duquel il avait déjà publié un bulletin, ce qui se passe, c'est que sur des opérations fréquentes de sortie, en vrai de remplacement ou de recalage des aubes, l'utilisation d'outils inappropriés a conduit à on va dire à des dommages surfaciques ayant généré, alors non pas des ruptures de hubs, mais en tout cas le fait que les hubs, les fan hubs ne soient plus, ne puissent plus voler. Donc on avait déjà observé ça en 2010. Donc après l'événement en 2017, ben, il y a eu à nouveau des inspections réalisées. Et également deux autres actions qui ont été prises par le constructeur. Ça, c'était bien sûr avant qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé. C'est le redesign de l'anneau de rétention des aubes qui avait été pointé du doigt, on va dire, par les opérateurs comme difficile à mettre en position. Et également le redesign des spacers qui servaient donc, qui servent de cale pour les aubes, pour les mettre en position. Voilà. Donc toutes ces actions ont été prises en avance de phase, avant surtout d'avoir compris et d'avoir fini l'enquête de sécurité. Voilà, pendant ce temps-là, on n'est pas resté sans rien faire au BEA et donc on a réuni donc un groupe de travail qu'on a appelé groupe de recherche Greenland, qui s'est réuni lui pour essayer de déterminer on va dire des méthodes de recherche. Alors, parallèlement, donc, on avait du travail qui était effectué aux États-Unis sur en gros, un scénario, en tout cas la modélisation de scénario qui aurait permis d'arriver à un état de ruine tel que celui observé sur le moteur numéro 4. Et donc, plusieurs scénarios ont été envisagés, notamment le départ d'une aube, le départ de deux aubes, et à aucun moment, donc, on a réussi à obtenir des dommages tels que ceux qu'on peut observer sur le moteur numéro 4. En revanche, lorsqu'ils sont arrivés à l'élaboration d'un scénario avec une rupture directement au sein du hub, c'est-à-dire du moyeu. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir correctement, mais c'est de la simulation numérique qui nous a été livrée. Vous me dites si jamais c'est fluide ou pas. Ouais, on le voit. OK. Donc ça, c'est le résultat de la simulation numérique qui est donc ralenti et qui dure 8 millièmes de seconde et qui conduit donc à la ruine totale du moteur, avec pour conséquence des dommages qui sont très très similaires à ceux qu'on a pu observer sur l'avion. Donc sans dire que c'est ça, on commence à avoir un scénario qui nous laisse penser que il y a une rupture qui commence, qui s'initie quelque part sur le fond d'un slot de pale du hub, donc du moyeu du fan. Dans une zone fragile identifiée par le constructeur. Et donc, alors fragile, non, c'est pas fragile, c'est dans une zone soumise à de très très forts stress plutôt. C'est ça qu'il faut le voir. Et donc, voilà, ce scénario est prédominant. Et donc, c'est un des scénarios qui avait été étudié justement sur un endommagement par un coup d'outil, par exemple, avec on va dire une profondeur de crique initiale
de 15 centièmes d'inch, entre 12 et 15 centièmes d'inch, on pouvait commencer à avoir ce type de scénario de rupture, c'est-à-dire avec fissuration dans une vie compatible avec la durée de vie qu'avait le moteur sur l'avion d'Air France. Puisque évidemment, la nature du dommage initial détermine la vitesse à laquelle va se propager la crique. Donc ça, c'est quelque chose qui a été envisagé et qui paraissait entre parenthèses plausible. Donc c'est devenu le scénario numéro 1 du constructeur. Voilà. Il y a eu un arbre des causes qui a été réalisé dans lequel restaient, on va dire, quelques scénarios. Le premier des scénarios, donc c'était celui-ci, le scénario d'une maintenance ayant conduit à une ruine. Le deuxième des scénarios donc envisagé, c'est un défaut à l'intérieur du matériau, donc par une inclusion ou des problèmes de refroidissement de la mise en œuvre du métal, etc. Donc propre au matériau, on va dire un matériau qui aurait été fragile, auquel cas donc là on serait sur un événement quasi isolé. Ce scénario-là, sans avoir été écarté, représentait une probabilité relativement faible et donc il n'a jamais été trop envisagé. Par contre, à ce moment-là, donc on a bien compris que ben, ça devenait vital de retrouver les morceaux qui nous manquaient, savoir ces deux morceaux-là du hub, celui-ci et celui qui est allé s'enficher là euh, dans le carter et qui a découpé le carter. Voilà, premier morceau ici, deuxième morceau ici, euh, qui sont quelque part sur la calotte glaciaire, mais on ne sait pas où. Savoir qu'à l'issue de la phase 1 de recherche, que je vais détailler, on n'a absolument retrouvé aucun morceau de hub. Voilà. Donc, les recherches au Groenland, ben, c'est des recherches qui ont duré 2 ans. Alors, à partir du moment où on a compris l'importance pour expliquer cet événement de la présence des pièces, en tout cas de l'observation microscopique des pièces, on s'est mis à les chercher. Et donc, le premier calcul balistique donc, a permis donc, à l'hélico d'aller sur zone et de trouver ces débris là, que vous pouvez voir sur la présentation. Également, le mapping original qui a été fait par le pilote de l'hélicoptère qui était seul à ce moment-là. Donc on voit ici la trajectoire, donc, mais à rapporter sur le plan de l'avion, et donc une trajectoire de débris avec beaucoup de débris qui étaient des débris de type. Ici, par exemple, vous avez une ceinture de Kevlar, donc qui est la ceinture de protection du carter. Ici, ce qu'on voit, c'est des morceaux de pales. Ici, un morceau d'entrée d'air, et donc ici, les morceaux du casing du moteur. Donc, ce qu'on considérait des débris relativement légers, en tout cas, qui ont des faibles, on va dire, une portance supérieure, une portance traînée supérieure donc à la masse volumique, et donc des débris qui ont été entraînés par le vent, tous dans un même secteur. Rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir pu observer ces débris-là, les conditions au Groenland sont des conditions météo très changeantes. Et donc, très rapidement, ces pièces ont été ensevelies sous la neige, puisque là, vous voyez qu'il fait beau là, sur les photos. Et quelques heures plus tard, ça peut être une tempête de neige avec des vents totalement déments. Ça, c'est les conditions auxquelles il faut faire face sur le Groenland. Donc là, vous voyez on est au fin septembre, ça commence, on va dire, c'est le début de l'hiver. Entreprendre des recherches à cette période devient très compliqué. Et en tout cas, les spécialistes que nous avons, qui sont des Danois, ben, nous déconseillent complètement de tenter une quelconque recherche à ce moment-là. Donc, les seules recherches qui sont faites durent quelques jours, hein, ça dure 6 jours. Pendant 6 jours, on essaye de trouver tout ce qu'on peut, on plotte, et puis entre parenthèses, on écarte et on récupère les débris. À ce moment-là, aucune trace de hub n'a été trouvée. Ensuite, donc, il a été décidé une deuxième phase, donc qui a débuté tout de suite après cette première phase de recherche, une deuxième phase de recherche qu'on a appelée la phase 2, où il a été question donc d'évaluer les moyens afin de trouver donc ce qu'on est en train de chercher à ce moment-là, savoir une pièce métallique qui fait moins d'un mètre de diamètre, on va dire d'amplitude, qui est en titane, donc non ferromagnétique, avec une densité qui est proche de celle de l'eau glacée,
dans un glacier désertique à 100 km d'un aéroport, à une altitude de 1800 mètres, hein, donc il y a 900 mètres de roche avec 900 mètres de glace par-dessus, et en plus qui bouge. Il se déplace de 10 cm par semaine. Les vents, ben, écoutez, c'est des vents qui avoisinent 60 nœuds et température moins 40 degrés quand on est chanceux. Euh, donc tout ça dans une zone d'accumulation, c'est-à-dire une zone dans laquelle, quand il neige, ben, la neige ne fond pas. En fait, elle s'accumule et elle se tasse. Sous-entendu, plus on fait passer de temps, plus la pièce s'enfonce dans la calotte. Voilà. Donc les meilleures options qui sont tracées à ce moment-là consistent en l'utilisation de radars expérimentaux déployés par l'ONERA. Et donc la mise en œuvre se fait grâce à un avion, donc un Falcon 20, qui opère donc deux pods radars en fait, qui opèrent à des longueurs d'onde différentes et qui permettent de percer la glace à plus ou moins grande profondeur. Donc l'idée en faisant ces vols, c'est d'essayer de trouver des cibles. Donc bien sûr, il y a une phase de calibration qui a été faite avec des pièces en titane, initialement sans glace, puis ensuite qu'on a immergé sur place, et donc d'essayer de relocaliser déjà ces pièces sur place, plus d'identifier des zones, enfin pardon, on va dire des cibles possibles dans la zone balistique calculée par à la fois Ariane Espace et le NTSB, qu'on suppose être des calculs NASA. Voilà. Donc vous voyez sensiblement les zones sur l'image de droite. Donc l'ordre de grandeur, hein, donc le grand rectangle, c'est 10 km, 10 km de côté sur 3 km de côté. Voilà, un camp de base. Et donc, ce que vous voyez en zone colorée plus foncée, donc c'est une recherche systématique qui a été faite par traction d'un GPR, donc d'un Ground Penetrating Radar, une fois que les targets 1, 2 et 4 ont été explorés sans succès. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à envoyer les équipes de recherche sur ces targets qui étaient, on va dire, des points brillants identifiés par les images ONERA. Il s'est révélé qu'à ces endroits-là, on avait des lentilles de glace. Les lentilles de glace, c'est tout simplement de l'eau, de l'eau fondue, enfin de la neige fondue qui s'est resolidifiée sous forme de lentilles de glace. Et là, la densité est très très proche du titane, et donc c'est pour ça qu'elle brille au radar, et donc ça fait des fausses targets. Donc quand on n'a pas réussi à identifier sur ces points-là, on a débuté une recherche systématique. Alors, vous voyez des formes un petit peu bizarres. C'est simplement que cette première zone-là correspond à une zone d'éjection. Vous avez vu, hein, les débris sont partis l'un, alors ce qu'on a qualifié être une position à 5 heures et l'autre à 11 heures. Donc un vers le haut, en gros, un vers le bas. Il y a la position haute et la position basse qui génèrent deux zones de calcul probabiliste. Euh, à l'issue de cette première campagne, on revient bredouille, c'est-à-dire que on se rend compte que les GPR, qui étaient utilisés et tractés sur les équipes par les équipes au sol, sont très difficiles à exploiter et les images sont très bruitées, et donc il n'y a pas d'identification, on va dire positive du hub. J'ai oublié de dire que les équipes au sol, donc c'est des équipes de GEUS, donc qui est un organisme danois de recherche. Par contre, ce que vous voyez également, qui est mis en évidence par l'image à radar donc, du SAR, c'est ces lignes blanches parallèles qui sont tout simplement les crevasses, voilà, dont je vous parlais. Donc, voir que la surface du Groenland sur cette zone-là, c'est une surface totalement plate, hein, c'est un dôme de glace donc à 900, enfin 1800 mètres d'altitude, très plat, et les crevasses sont totalement couvertes. C'est-à-dire qu'en surface, on ne voit rien, il y a des ponts de glace en fait au-dessus des crevasses, et que tout ça, bien sûr, quand on est sur ces zones-là, ben, c'est totalement unsafe dans la mesure où la neige peut s'effondrer. Et là, on parle de crevasses qui font 2 mètres de large sur 60 mètres de profondeur, jusqu'à 60 mètres de profondeur. On a des équipes sur place qui sont habituées, et pourtant, voilà, il y a un danger réel. C'est pour ça qu'on les envoie le moins possible dans ces zones sud, euh, à moins d'avoir une target identifiée. Euh,
Voilà ce que j'avais à dire pour cette deuxième phase de recherche. On va passer à la troisième phase de recherche maintenant. Donc toujours pareil, hein, vous l'avez compris, les zones, pardon, les périodes idéales pour la recherche, c'est pas l'hiver et c'est pas l'été. C'est pas l'hiver parce qu'il fait trop froid, les conditions sont trop hostiles, et c'est pas l'été parce qu'il y a des conditions de fonte, en tout cas d'instabilité de la surface, qui font que il y a plus de chances de tomber dans les crevasses. Donc du coup, les fenêtres de tir pour monter des missions sur le Groenland sont très très serrées. En général, ça va du mois d'avril au mois de juin, et après ça, c'est fini. Donc quand il faut décider une campagne, il faut la décider au mois de novembre pour préparer l'expédition, pour ensuite la réaliser au mois d'avril. Voilà à quoi on est confronté. C'est-à-dire que si on se décide au mois d'avril, c'est trop tard, on ne peut pas monter l'expédition. Voilà les difficultés qui ont été posées. Donc, on a conclu à l'issue de la première recherche que les moyens GPR étaient pas des moyens idéaux pour trouver ces débris de hub en titane. Et donc, on a demandé à une université danoise de développer un moyen, donc, on appelait le TEM, qui est un capteur à variation de champ magnétique qui permet, en l'occurrence, la détection sous glace d'objets, voilà, d'objets solides. Comme c'était un outil en développement, on n'avait pas de certitude que l'outil allait fonctionner correctement sur le Groenland, enfin, en tout cas à l'endroit où on allait le poser. La solution qui a été choisie et qui a été retenue également, c'était une solution par tractage par un drone, donc on ne le voit pas ici sur ces images-là, mais bon, vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, tractage par un drone de cet équipement-là qu'on voit, le TEM, qui permet de la détection de cibles. Et pendant tout ce temps, c'est-à-dire pendant toute cette année, l'ONERA a continué à s'acharner, notamment un chercheur de l'ONERA a continué à s'acharner sur le filtrage et l'analyse de son image et de la polarisation de son image. Pour nous trouver des cibles, entre parenthèses, avec une forte probabilité d'acquisition. Donc, il en a au final déterminé 3. Lors d'une recherche de crevasses à l'aide de GPR sur la dernière cible, qui était bien sûr dans une zone de crevasse, il y a eu un résultat fort positif. Malheureusement, on arrive en fin d'expédition et les expéditions là-bas, quand elles durent 15 jours, c'est 15 jours, c'est pas 17 jours. Donc, ils n'étaient pas en mesure de commencer à creuser. Et pour vous donner un ordre d'idée, hein, sur la photo qu'on voit ici, là, donc, qui est à la verticale du site, hein, c'est le site où on a découvert la pièce, enfin, où ils ont découvert la pièce. Ils ont dû bouger 120 tonnes de neige pour arriver à sortir à la main, hein, à la pelle en tout cas, pour essayer de sortir ce hub. Donc voilà, hein, sans cette obstination des équipes sur place, terrestres, et de l'opiniâtreté des chercheurs de l'ONERA, et bien sûr de toutes les personnes qui ont contribué au financement de ces recherches également, ça aurait été parfaitement impossible. Voilà. Il a fallu donc prolonger, en tout cas redéfinir une nouvelle campagne un mois plus tard, qu'on a appelé la campagne d'extraction, où donc là on est venu avec un gros chauffage pour faire fondre la neige, parce qu'on avait comme condition de ne pas donner des coups de pelle, coups de pioche sur le hub pour le sortir, parce que ce qu'on voulait analyser justement, c'était problème de fractaux. Donc, on ne voulait pas endommager le hub avant de le sortir. Et donc, ils ont utilisé donc, on va dire des méthodes purement mécaniques et ce chauffage à gaz pour faire fondre la neige à proximité du hub et pour le sortir. Voilà, donc l'expérience s'est finalement révélée positive. Comme vous le voyez, donc un gros morceau du hub avec encore, et ça c'était notre surprise, des pales retrouvées dessus, ont été trouvées sur un des endroits où l'ONERA avait dit qu'il y aurait quelque chose à trouver. Je ne sais pas si Albert, si tu veux rajouter des choses là-dessus, pour le moment. Non, non, je t'écoutais et ça me rappelait en effet la séquence
événements de tout cet effort de recherche. Et puis, comme tu l'as dit en avant, la ténacité qu'il a fallu pour finalement réussir à récupérer ce bout de hub. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs moments clés où on pouvait se poser la question, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut s'arrêter? Et on a basculé du bon côté puisqu'on s'est entêté et qu'on a réussi. Et puis tu as mis en avant aussi la collaboration. C'est vrai que s'il y avait eu une seule des parties engagées qui n'avaient pas suivi le mouvement, ça aurait été un échec. Il suffit que les personnes de Geus, du labo, décident de ne pas retourner sur place pour que la mission s'achève. Si le gars de l'ONERA n'avait pas de lui-même continué ses recherches pour affiner les algorithmes, ça aurait été un échec. Enfin voilà, c'était autant un défi technologique parce que la technologie, elle avait jamais été utilisée dans cet environnement-là. C'était un défi technologique, ça a demandé une grosse expertise, mais c'était à la fois aussi une aventure humaine. Donc, moi, je vous invite à lire le rapport du BEA qui raconte tout ça dans tous les détails. Merci, Elba. Donc, en fait, donc très rapidement, à partir du moment où ce fragment a été récupéré, retrouvé sur le Groenland, on était tous très très impatients de réaliser son examen et à peine remonté à la surface, déjà on a vu des visages se transformer, notamment chez les constructeurs motoristes, puisque les scénarios qu'ils avaient maintenus et soutenus avec une très forte probabilité commençaient à se casser la figure et nous donner raison sur le fait d'avoir maintenu toutes les portes ouvertes, puisque là, c'est pareil, ça a été un effort d'enquête que de garder, on va dire, comme probable des scénarios qui ne l'étaient pas jusqu'alors, jusqu'à la fin de l'enquête, tant qu'on n'avait pas la preuve du contraire. Alors, on rappelle les scénarios. Un scénario maintenance, donc avec un coup d'outil aux conséquences dévastatrices, et l'autre, un défaut matériau conduisant à une propagation de cric non privilégié, puisque ce qui s'était passé, c'est que les hubs qui avaient été construits à partir du même lot matériaux avaient été disséqués par le constructeur et ils n'avaient trouvé aucune anomalie sur les deux sister hubs de celui de l'événement. Je rappelle que quand on parle de défauts matériaux, hein, c'est un écart par rapport aux matériaux qu'on espère avec une inclusion ou une composition qui ne confère pas les propriétés mécaniques attendues. Après, je suis pas l'expert métallurgiste qu'il vous faudrait pour l'explication, mais je vais quand même tenter de vous donner une approche sur ce qui a été vu. Donc, avec de jolies images, voilà le fond, on va dire, le fond de rupture qu'on observe sur le hub qui a été ramassé. Donc, si je vous fais la description, vous voyez qu'ici, donc, sur l'image de gauche, on a quasiment une demi-circonférence du hub avec les aubes qui sont toujours en fichier. Hein. Donc, on a l'avant du moteur qui est vers nous. Et donc, l'image de droite, pardon, excusez-moi. L'image de droite, c'est tout simplement le zoom donc, de cette rupture en bas que l'on voit. On a sensiblement la même de l'autre côté. Ce qu'on observe rien qu'à l'œil nu déjà, c'est que on n'a pas a priori de traces de griffures ou de coupures en surface. Et ça, c'est ce qu'avaient vu les spécialistes assez rapidement. Donc, le scénario concernant les dommages d'entretien, là déjà, il devient valide. Et ce qu'on voit, c'est que le dommage commence dans un fond de slot de pale. Donc ça, c'est ce qui a été, c'est conforme à ce qui avait été, entre parenthèses, prévu par les modèles de propagation. En revanche, la défaillance, c'est pas une défaillance telle que celle qu'on attendait, puisque eux, ce qu'ils avaient simulé, c'était un dommage surfacique qui conduisait donc à la rupture du hub. Et là, on a, on va dire, un dommage qui est, on va dire, subsurfacique, en dessous de la surface. Alors, si on regarde des images des images du MEB, du microscope électronique, là, on arrive vraiment à quantifier les choses et donc à voir que la fissure, elle a commencé 1,5 mm sous la surface. Et surtout, ce que les spécialistes ont vu, c'est deux motifs différents. Donc, l'un qui est illustré par les flèches bleues, qui indiquent une propagation donc, en fatigue pure.
Et par contre, des zones à facettes, donc qu'on montre avec les flèches rouges, qui indiquent donc des clivages locaux. Donc les clivages, c'est des fractures selon des plans d'orientation particuliers. Ce qui est absolument pas habituel pour pour des fractures en fatigue. Voilà. À l'origine, au point origine, on trouve aucun défaut matériau. Et donc là, on a réponse à notre deuxième scénario. Il n'y a pas d'anomalie matériaux non plus. Les deux scénarios qu'on avait dans l'arbre des causes tombent et on se rend compte qu'on a affaire à on va dire un mécanisme qui est quelque chose qu'on n'avait absolument pas anticipé. Donc pour ça, il faut revenir donc aux propriétés du titane. Donc là, on a affaire à un TI64 qui est largement utilisé dans les pièces, on va dire, c'est un alliage qui est largement utilisé dans les pièces moteurs euh, pour les pièces qui tournent, enfin, avec de fortes énergies en tout cas et de fortes températures. Et donc leur qualification en général est faite à l'aide d'un examen appelé, c'est le SBD, je crois, examen diffraction de rétrodiffusion électronique. Et donc cet examen, en fait, permet tout simplement d'orienter les grains, ou en tout cas de donner une orientation des grains de titane. Savoir que, voilà, pour le non-expert que je suis, la caractéristique qui assure les propriétés mécaniques du titane repose sur l'enchevêtrement des grains de manière aléatoire. Et lorsqu'il y a un grand nombre de grains qui est aligné selon une même direction, alors cette zone, elle devient fragile. Et donc, on l'appelle une macrozone, hein. C'est-à-dire que l'endroit qui est illustré ici, entouré de jaune, où on voit tous les grains de la même couleur, avec en tout cas une forte dominante sur un plan rouge, hein. Donc, vous voyez que l'illustration des couleurs, en fait, c'est les plans du grain tels que matérialisés sur le modèle. Et donc ici, on a une forte dominante rouge. Ça veut dire que tous les grains ici sont orientés dans un même sens. Et donc, c'est une zone de fragilité ici. Et le constructeur du moteur, alors, il faut savoir que ces zones-là, ces zones avec une orientation granulaire unidirectionnelle, c'est quelque chose qui est inhérent au processus de fabrication du titane. C'est-à-dire que ça existe. En revanche, des zones de cette taille-là, c'est quelque chose qui n'avait jamais été observé par le constructeur du moteur. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ils l'ont qualifiée de grande et d'intense, et donc elle est connue pour être propice au développement de criques. Voilà. Pour développer une crique, le mécanisme qui est mis en jeu ici, c'est donc ce qu'on appelle un cold well ou un fluage à froid. Et donc, en général, les titanes, en tout cas ce titane-là, ne sont pas connus et ils ne sont pas réputés pour être pour souffrir de cold wells. Ils sont réputés pour être tolérants justement à ce mode de rupture. Et là, ce que met en évidence l'enquête, ce n'est pas le cas. Yann, On remarque. Oui, si tu permets, je t'en Yann, prie. une petite précision, parce que tu disais que c'était quelque chose qui n'était pas connu par les fabricants de moteurs, mais ce n'était pas non plus connu, enfin, en tout cas maîtrisé par les fabricants de matières premières eux-mêmes. Ouais. L'industrie du titane ne maîtrisait pas plus ce phénomène. Merci pour la précision, Albert. Et c'est vrai. Il faut savoir qu'effectivement, les blocs de titane, ils ne sont pas forgés par les constructeurs de moteurs, hein. Ils achètent du matériel usiné, on va dire déjà. En revanche, ce qui est sûr aussi, c'est que les gens qui s'intéressent à la certification, les organismes de certification, donc la FAA et les ASA, n'avaient pas non plus connaissance de ces caractéristiques, en tout cas de ce mode de rupture pour le titane. Et donc la réglementation n'en tient absolument pas compte à l'heure actuelle, en tout cas à la date de l'événement. Donc voilà, ce qu'on a vu, c'est que donc aucun dommage lié à la maintenance, aucune anomalie matérielle. Les deux scénarios initiaux donc, sont tombés et invalidés. On a une fracture, une fissure subsurfacique dans une macrozone, au milieu et au fond d'un slot de pied de pale. Et on a mis en évidence donc un mécanisme de propagation donc en fluage à froid, cold well.
Les challenges maintenant, c'est que les macrozones sont inhérentes au processus de forgeage du titane, et donc il y en a forcément. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réussir à les identifier d'une part et à diminuer leur effet. Alors, il y a aussi un effet d'échelle qui a été mis en évidence, à savoir que pourquoi ça arrive maintenant sur ce moteur, on s'est rendu compte que plus on générait des billettes, des pièces forgées de métal de grande dimension, plus on avait de chances d'avoir des zones de grande dimension également. Voilà. Et donc là, on commence à avoir des soufflantes justement de très grande dimension. Et donc, c'est particulièrement sur ces soufflantes-là qu'il faut être, ou en tout cas sur ces pièces-là qu'il faut être vigilant. Yann, je Oui. t'interromps. Dans le chat, on a une question de Frédéric. Qui était le fournisseur sur cette pièce? Le fournisseur, alors c'est les forges français, enfin c'est français là, c'est Aubert et tu te Duval. souviens voilà, c'est ça. Oui, Aubert et Duval. Ok. Le challenge également réside dans le fait que, comme vous le savez, donc, comme vous l'avez vu maintenant, c'est une crique qui se développe à l'intérieur du métal, et donc elle n'est détectable par les méthodes conventionnelles que lorsqu'elle est débouchante. C'est-à-dire que tant qu'elle reste à l'intérieur, on ne sait pas la détecter de manière facile, en tout cas de manière destructive. Donc voilà, on est très très court justement sur l'observation et la détection de ces criques subsurfaciques. Voilà, donc ce qu'on peut dire ici, c'est que voilà, cette enquête, donc c'était un exemple, très bon exemple de la façon dont la persévérance a fait la différence après plus de 2 ans de recherche intensive en combinant donc les technologies et macro et micro, on a réussi de manière collégiale à mettre en évidence on va dire une rupture qui était quelque chose, enfin un type de rupture en tout cas qui était quelque chose d'absolument inattendu. Du coup, ça nous a amené donc à 2 recommandations de sécurité. Donc, la première recommandation de sécurité, c'est une recommandation de sécurité long terme, donc qui en gros demandait à étudier, en tout cas à mieux maîtriser les phénomènes de fluage à froid, particulièrement pour les pièces critiques en titane. Et la deuxième, donc, était on va dire une plus moyen terme, d'identifier les pièces justement critiques susceptibles de développer ce type de phénomène et de développer surtout des méthodes des programmes d'inspection qui permettent de détecter la propagation d'une crique non débouchante. Voilà, ça, c'est les 2 principales recommandations qui ont été mises par le BEA dans leur rapport. Vous en saurez plus si jamais vous êtes intéressé donc par les 2 rapports, donc le part 1 et le part 2 sur les recherches sur glace donc, qui ont été réalisées dans le cadre de cette enquête. Et si vous voulez en connaître davantage sur l'événement lui-même et ses recherches métallurgiques, par le rapport final. Donc, tout ça, c'est disponible sur le site du BEA, avec en plus quelques vidéos, me semble-t-il, qui avaient été faites par les équipes de recherche sur place. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis ouvert à toutes questions. Et surtout, si vous avez des questions concernant le vol, n'hésitez pas à solliciter Christian qui est resté bien calme. Merci Yann pour la présentation. Alors, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et vos caméras si vous voulez intervenir, poser des questions, faire des remarques. Je suis sûre qu'il y en a plein. Allez-y. Ouais, bonsoir à tous. Jason Maes, je travaille pour le groupe ADP. J'ai une question, justement, on se pose la question avec un collègue qui est avec moi. Pourquoi, est-il possible, que d'autres accidents aient pu être à l'origine de ce défaut, qu'on ne l'ait pas pu l'identifier justement avant cet accident-là? Je ne sais pas si j'étais très clair, mais voilà, c'est ma question. En tout cas, je pense avoir perçu le sens. Donc, c'est quelque chose, des accidents pour lesquels on n'aurait pas trouvé de cause et pour lesquels cette cause aurait pu être une des raisons, Oui. si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors, voilà, de manière identique,
quasi non, c'est-à-dire qu'on n'a pas de clients pour lesquels on suspecte la même survenue d'événements. En revanche, il y a des événements, pareil, qui n'ont pas été des événements fatals, mais avec des destructions importantes de moteurs, où ce mécanisme, en tout cas ce mode de détérioration sur d'autres pièces, notamment des pales, a fort probablement été à l'origine de la rupture. Oui, bonsoir, j'ai une question. Il me semble que un turboréacteur, enfin la nacelle qui entoure le moteur, doit contenir les débris potentiels d'un réacteur qui explose. Alors là, ça n'a pas été le cas. Donc, est-ce que ça a dépassé la limite de capacité à contenir les débris? Non. Alors, l'assertion que vous faites est un petit peu négative. Je ne suis pas spécialiste de certification, certainement d'autres personnes plus experts que moi pourront vous répondre. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que on va dire, la certification prévoit que des débris, notamment une pale, doit pouvoir être retenu, et c'est le cas par je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les photos, on a vu donc une ceinture en Kevlar qui était sur le Groenland. Ce type de mécanisme justement permet de contenir la plupart des débris. En revanche, il y a des éléments du moteur qui sont considérés comme des débris à énergie infinie. Et comme le nom l'indique, ceux-ci ne sont retenus par rien, ni les ceintures anti-pénétration, ni même la structure de l'avion. Savoir que là, par chance, les débris sont partis au bas, haut et à l'extérieur de la voilure, donc ils n'ont pas traversé la voilure, et ils ne sont pas traversés le fuselage non plus. Sinon, typiquement, des débris de cette taille-là, il n'y a absolument rien qui les arrête. Il me semble qu'il y a un avion Qantas qui a eu un problème de réacteur qui a explosé. Et donc là, par contre, ça avait endommagé au niveau de l'aile, y compris du circuit hydraulique. Et donc, ils ont mis 3 à 4 heures à 6 personnes à bord du cockpit à résoudre toutes les pannes avant de se poser, il me semble. Oui, alors vous tombez bien, parce qu'on a encore deux intervenants, là, Albert et moi, on était déjà sur ce cas-là avant. Donc, c'est une enquête qu'on avait également menée en collaboration avec les autorités australiennes à qui l'Indonésie avait délégué l'enquête à ce moment-là. Et donc, alors, il ne s'agissait pas du même type de problème, puisque c'était un disque turbine qui était parti, mais également un débris à énergie infinie. Là, la surprise à l'époque, ça avait été le mode de rupture de la turbine, puisque par certification, on s'attendait à avoir des débris de petite taille, et là, on avait un débris de très grosse taille. Et donc, il était également à énergie infinie. Certains débris étaient passés à travers la voilure, et le front spar, c'est-à-dire le longeron, avait pénétré même le réservoir. Il y avait eu un débris également qui était passé au niveau du belly-fairing et qui avait coupé un nombre de servitudes électriques importantes. Alors, c'est surtout beaucoup de capteurs qui ont été perdus. Pardon. C'est pas tant l'hydraulique qui a été perdu que des commandes et des isolations de systèmes. Donc là, ça a été le boulot d'Albert d'expliquer tout ça. En revanche, ce qu'on peut dire après avoir enquêté sur cet événement-là, c'est que à la fois la conception et la redondance des systèmes sur la 380 rendait parfaitement pilotable, et ça a été démontré donc, par Ironbird dans les circonstances de l'événement que vous décrivez. D'ailleurs, je vais rajouter quelque chose, si tu veux bien, Yann. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent, le fait qu'ils étaient 5, en l'occurrence, en cockpit, et que ça a aidé à la gestion du vol. Mais en l'occurrence, ils ont piloté tout le vol à 2. Et c'est justement, on pense, quelque chose qui a été particulièrement positif sur la gestion de ce vol de Qantas. C'est qu'il y avait un tel gradient dans ce cockpit que dès le départ, ça faisait partie du briefing où le commandant de bord a dit attention, si jamais il se passe quelque chose, on pilote à 2. Et on a dans l'histoire de l'accidentologie des événements où les personnes supplémentaires en cockpit viennent interférer et font
diverger la situation qui était sous contrôle. Sur le vol de Qantas, ils ont piloté à 2 du début à la fin, et c'est vraisemblablement quelque chose qui leur a permis de rentrer à Singapour de manière sûre. C'est vraiment un point particulièrement positif de la gestion du vol. J'ai une question, c'est Aline, hein. Donc, une question par rapport à la gestion du vol, justement. Donc, à 380, Air France, 4 moteurs. Donc, OK, bon, on va se poser avec 3. C'est prévu pour ça, hein. Je pense que les pilotes sont entraînés. Mais comment a été la réaction? Quelle a été la réaction des passagers, de l'équipage, et comment ils ont géré quand ils sont arrivés sur Goose Bay avec, je ne sais pas, déjà 380 qui se pose à Roissy, c'est une catastrophe pour débarquer, mais alors se poser à Goose Bay avec un A380, ça doit être terrible. Christian, je pense qu'elle est pour toi, celle-ci. Ça rejoint la question qu'il y avait dans le chat, justement, sur comment, Christian, vous avez géré la situation des premiers instants. Est-ce qu'on peut regarder la photo en vol, là, avec le moteur éclaté? Ouais, j'y reviens. Mince. Alors. On voit ton écran, Yann. Ouais. Ouais. Vous voyez lequel, là, par contre? Alors, il n'est pas en plein écran, là, c'est la présentation, c'est la première page. Ouais. Alors, ouais, Voilà, là, donc c'est le suivant. Voilà. Voilà, celle-là. Très bien. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler un petit peu, non pas de la gestion de la panne, ça va être un peu trop long, puis c'est trop classique, mais plutôt de la particularité et des anecdotes. Voilà. Donc, cette photo, elle a une anecdote. Voilà, quand le moteur a explosé, ça a été très fort, hein. Moi, j'ai dit, c'est un peu comme si en voiture, on montait sur un trottoir à 80 km/h. Ça se secoue fort. On a la chef de cabine qui est assise sur son siège structure. Elle est face à l'escalier qui monte au pont supérieur, à la classe business. Et donc, le moteur éclate, il y a forte embardée, des vibrations, le coup de tonnerre, bien sûr, le coup de canon. Et là, elle voit un passager complètement paniqué en haut de l'escalier qui lui crie il y a le feu, le moteur est en feu, il y a le feu, il y a le feu. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui jette son iPad et dit prenez une photo. Et elle prend cette photo. Voilà, elle prend cette photo et nous, devant, avec le copilote, on commence à traiter la panne, on fait les premières checklists et je décide de déverrouiller la porte du poste pour que les gens puissent rentrer le plus facilement possible. Et cette chef de cabine m'amène la photo, elle me dit regarde, voilà ton moteur. Et je suis avec mes 2 copilotes et on se dit on risque très fortement d'avoir des problèmes dans les minutes qui vont arriver. Yann, tu m'avais posé la question quand on s'était vu la première fois, est-ce que j'étais sensibilisé à ça? Est-ce que je savais ce qui était arrivé au Qantas? Oui, je savais ce qui était arrivé au Qantas. Je sais ce que c'est qu'un fan qui éclate sur un avion. Généralement, ça conduit au crash. On se dit, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Et puis, l'avion, il est prévu, on est au 370, il est prévu de rétablir au 345, on prévoit de rétablir au 340. Bref, l'avion ne veut pas tenir le 340, et ça pendant les minutes, enfin, oui, bien les 30 premières minutes, on va passer du temps à trouver le niveau qui permet d'accrocher. Et on fait le 340, ça ne tient pas. On descend en 320, ça ne tient pas. On descend en 300, ça ne tient pas. On descend en 280, ça tient mais plein pot. Donc, on décide de descendre en 200. Mais sur cette photo, alors, ce qui est bien, c'est le monde moderne, hein, c'est que sur cette photo,
on peut, sur un iPad, on peut élargir tout ça. En grossissant, on s'aperçoit qu'on a des becs de bord d'attaque qui sont abîmés. Et alors, là, sur un problème comme ça, il faut se poser le plus rapidement possible. On ne peut pas dire je suis sur un quadrimoteur, je peux aller retourner à Paris ou aller à Montréal. Non, 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 non. On ne sait pas les dégâts qu'on va avoir. Il y a 500 passagers derrière. On doit se poser le plus rapidement possible. Et le terrain le plus proche, c'est Kangerlussuaq au Groenland. Sauf que Kangerlussuaq, si les becs ne sortent pas, parce qu'on se dit il y a une possibilité que les becs ne sortent pas. Si les becs ne sortent pas, la piste est trop courte. Et si la piste est trop courte, qu'est-ce qu'on fait et sur les avions de ligne, il y a une chose que les avions n'aiment pas, c'est la dissymétrie. Et quand il y a des becs qui ne sortent pas, qu'est-ce qui se passe? Tout est bloqué, et tout est bloqué à la sortie, et tout est bloqué à la rentrée. Et donc, on s'est dit, on va se retrouver en approche à Kangerlussuaq. Les becs, s'ils ne sortent pas, on va se retrouver en dissymétrie, on ne va pas pouvoir se poser à Kangerlussuaq, puis on va se retrouver à dégager ailleurs avec un avion, on ne peut plus rentrer les traînées, avec des consommations terribles. Parce que là, on a une traînée supplémentaire, on le sent, on le sent. Et tout est faux, en fin de compte, dans les calculs, parce que lui, l'avion, il fait ses calculs avec un moteur en panne, mais là, c'est presque comme si on avait 2 moteurs en panne. Et donc, on prend la décision, après avoir fait ce qu'on appelle le foredeck, on prend la décision de partir sur Goose Bay. Et j'oriente l'avion vers Goose Bay, c'était moi qui pilotais. Et puis, je ne sais pas, 2 minutes après avoir orienté l'avion sur Goose Bay, appel interphone d'un chef de cabine qui me dit « Christian, il y a un passager qui voit des flammes sur l'aile. » Alors, il faut savoir que sur un A380, même en se penchant, en se collant l'œil sur les vitres latérales, on ne voit pas le bout d'aile. Donc, moi, je suis aveugle là-dessus. Et moi, mes instruments me disent simplement que le moteur, il est cassé. Mais c'est tout. C'est tout. Et là, je dis au deuxième copilote, je dis, écoute, Olivier, va vite voir, dis-moi ce qui se passe exactement et je te croirai sur parole. Et là, je me rappelle très bien, j'ai mis ma main sur le manche en me disant, tu as pris une mauvaise décision, il faut absolument partir sur Kangerlussuaq. J'étais à 2 doigts de débrayer le PA et de faire un break pour partir sur Kangerlussuaq. Puis je me dis, non, je vais attendre le rapport d'Olivier. Et l'autre copilote qui était à côté de moi, Claude, me dit, mais qu'est-ce qu'on fait si l'aile est en feu? Je dis, il faut qu'on soit posé dans les 15 minutes, quoi, parce que moi, j'avais des souvenirs des constructeurs qui disaient on vous dit les alliages vont tenir pendant 15 minutes sur un feu. Et là, je me rappelle très bien, il s'est soulevé un peu de son siège, il a regardé le paysage, il y avait la banquise d'un côté et le glacier de l'autre, il dit ça ne va pas être facile. Voilà, donc ça, c'était les petites anecdotes. Et puis, l'avion, on a fini par trouver l'altitude qui lui convenait. On a réduit la vitesse parce que on s'est dit le moteur il a pris un drôle de coup. On va réduire un peu les efforts sur ce mât réacteur. Et puis, on n'avait aucune idée de la consommation. Il fallait faire des calculs à la main qui prennent un petit peu de temps. On s'est à Goose Bay. Donc, je vais un peu vite pour tout le monde, mais voilà, on s'est posé à Goose Bay avec un avion qui avait 497 passagers. La boîte me dit on n'a trouvé que 30 chambres. Même en mettant 3 personnes par chambre, ça fait 90 personnes. L'aérogare fait 80 personnes, ça fait 170. Bon, il m'en reste encore beaucoup. Donc, le chef de l'aéroport et puis de l'aviation civile du Canada, ils ont très bien compris que quand je leur ai dit que je gardais les passagers à bord, ils étaient très contents parce qu'eux, ils ne savaient pas non plus quoi faire de 497 passagers. Et la boîte m'a dit, bon, on ne va pas arriver tout de suite. Donc, on a mis en place, il y a eu beaucoup de synergie dans l'équipage, beaucoup de synergie. Tout le monde s'est exprimé, toutes les idées étaient les bienvenues. Et on a mis en place certaines dispositions. Donc, bien sûr, on a supprimé l'alcool. Alors ça, c'est pour Albert, j'en ai parlé à Airbus. Là, on a décidé de remettre les vidéos en route. Mais un avion moderne, c'est pas comme un magnétoscope à la maison. Il n'y a pas un bouton marche-arrêt. Donc
L'avion, il autorise les passagers à voir des vidéos quand il sait qu'il est en vol. Donc, il a fallu tromper l'avion, lui faire croire qu'il était en vol sur un autre vol. Enfin, bref. Mais on y est arrivé. Les passagers ont eu leurs vidéos. Et puis, on a demandé à l'aéroport de nous fournir une navette pour qu'on puisse emmener les passagers fumeurs de vin à l'aérogare, pouvoir fumer une cigarette, le paquet s'ils voulaient d'ailleurs, et puis revenir. Et pendant les 17 heures, on est resté 17 heures au sol à Goose Bay après avoir fait en gros 5 heures de vol. Les passagers sont restés presque 24 heures dans l'avion. Et puis, bon, il y avait un passager qui se faisait beaucoup de soucis pour un chien qui était en soute. On a décidé de sortir le chien, mais quand on est perdu comme ça sur un petit terrain de Goose Bay qui n'est pas fait pour ça, bah, les soutes, elles sont à 4 mètres de haut, il faut un loader, il faut quelqu'un qui sache ouvrir les soutes. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué. Après, Air France, qui est une compagnie majeure, quand même, a mis les moyens, c'est-à-dire qu'ils ont affrété 2 avions d'affaires, un avion qui est venu de Montréal avec un mécano et puis un agent d'escale, et puis un avion qui est venu de New York avec 3 agents d'escale, parce qu'il fallait ce monde-là. Et nous, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, et notamment faire des cartes d'embarquement pour embarquer les passagers sur un 777. Ça, on ne connaît pas les places. Voilà. Donc voilà, il y a quelques petites anecdotes qui ont fait que bref, ça s'est bien terminé. Bah, bravo. Est-ce que je pourrais dire un mot, peut-être, si personne d'autre ne veut parler? François Grangier, expert enquête accident, cour de cassation. Je voudrais revenir sur 2 choses. La première, c'est que l'accident de Qantas, ce sont des moteurs Rolls-Royce. L'accident d'Air France, ce sont des moteurs GE Pratt. Donc, c'est quand même 2 moteurs différents, sachant que le phénomène, effectivement, de destruction du moteur peut sembler similaire. Les causes en sont totalement différentes et la résistance de chaque moteur est quand même totalement différente également. Et malheureusement, dans le cas de Rolls-Royce, on s'est aperçu que la certification empêchant la pénétration, hein, donc l'explosion non contenue des moteurs, n'a pas été respectée. Je voudrais aussi revenir sur la notion d'équipage à 2 et de nombre de personnes dans le cockpit. Alors, il y a énormément de cas dans l'histoire des accidents où la redondance dans le poste de pilotage a été une très grande richesse et a amené à un succès au lieu d'une catastrophe. Le cas le plus flagrant, c'est très certainement le DC-10 de Sioux City, où il y avait un commandant de bord instructeur en plus de l'équipage de base, et la discussion à 4 dans le poste de pilotage a été d'une telle richesse qu'ils ont réussi à développer une stratégie très rapidement et à ramener un avion qui était quasiment impilotable. Il faut faire le distinguo entre 2 choses. La procédure telle qu'on l'a fait au simulateur, qui elle se fait en équipage de base, donc 2 pilotes, et la discussion au sein d'un équipage qui est géré par le commandant de bord et qui peut être autant de membres d'équipage que l'on veut. Donc, s'il s'agit d'effectuer une procédure, c'est sûr qu'on va la faire à 2. C'est sûr qu'on va demander à ne pas interférer pendant la procédure, sauf détection d'une erreur, évidemment, où il est toujours intéressant de le faire. En revanche, tout ce qui est analyse, décision, organisation, tout ça, ça se fait au sein d'un groupe que le commandant de bord va désigner, qui peut être un groupe de 3 pilotes, qui peut être un groupe de 4 ou 5 pilotes si en cabine passager, il y a d'autres personnes qui peuvent aider. Et en général, dans ce cas de figure, on dit que plus on est de bras et mieux on se porte. Je suis certain que mon collègue Christian, que je salue, a utilisé ces 2 copilotes et n'en a pas laissé un de côté. Donc, Qantas, ça a été la même chose. Qantas, il y avait de mémoire, c'était un vol d'instruction aussi, il y avait 2 commandants de bord et un copilote. Et si les procédures ont été réalisées à 2 de manière à les faire correctement, la gestion en fait, de la panne s'est fait quand même à 3. Procédures qui ont été un petit peu laborieuses, parce que de mémoire aussi, je crois qu'ils ont eu 72 pannes non hiérarchisées, et donc ils ont été obligés de choisir comme ils ont voulu le type de panne qu'il fallait traiter, sans suivre l'ordre chronologique qui changeait sans arrêt sur les écames.
Voilà, je suis désolé, j'ai peut-être été un peu complexe et un peu long, mais il me semblait quand même qu'il fallait rectifier ces petits points. Alors, pardon, c'est Albert. Oui, vous avez raison sur le fait que pendant le Cantas, tout l'équipage a été mis à contribution. Et c'est vrai que ma remarque, c'était vraiment sur la conduite du vol elle-même, le pilotage, les procédures. Par contre, pendant le Cantas, c'est le nombre de pannes en effet qu'ils ont subi. Il y avait toute une série d'alertes puisqu'ils ont reçu instantanément environ 350 pannes. Les pannes étaient hiérarchisées et le système de filtrage et d'inhibition de certaines pannes en fonction des phases de vol, tout ça fonctionnait. Mais en fait, c'était quand même une situation très très complexe à gérer en effet, ce cumul de pannes. Excusez-moi, juste une petite question. Je voulais savoir, je revenais sur le Groenland. Est-ce que du coup, si j'ai bien compris, l'avion est resté manœuvrant jusqu'à l'atterrissage à Goose Bay? Pour moi, la question, je pense. La question, c'est est-ce que l'avion restait suffisamment manœuvrant pour faire en sorte que l'atterrissage, bien sûr, c'est bien passé, mais dire, vous aviez confiance dans la manœuvrabilité de l'avion du Groenland jusqu'à Goose Bay? Alors, je vais répondre à cette question. On s'attendait à avoir des problèmes. Les problèmes n'arrivaient pas et c'était plutôt ça qui était dérangeant. Par contre, l'avion n'avait plus ses performances. Et donc, les avions modernes, en fin de compte, ça marche avec des databases. Et lui, l'avion sait qu'il a un moteur en panne, donc il prend ses performances avec un moteur en panne. Sauf que là, on n'avait pas du tout ces performances-là. Donc, les calculs de consommation de carburant, d'autonomie, de niveau d'accrochage, de vitesse optimisée, tout ça c'était. Alors, en ce qui concerne la confiance, l'avion, à part la grosse embardée au départ et puis le fait que ses performances étaient diminuées, l'avion ne présentait pas de problème. On est descendu sur Goose Bay et à une certaine vitesse, il s'est mis à vibrer. On a changé tout de suite la vitesse et les vibrations se sont arrêtées. On s'est posé quelques questions, notamment, puisqu'on allait se poser, on allait sortir les volets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne pouvait plus vidanger. C'est aussi une des particularités du 380. Il y a 11 réservoirs et il y a 4 réservoirs qui servent à les réacteurs. Ces réservoirs ne sont pas vidangeables. Et là, quand il va se poser, là, 30 minutes ou 40 minutes avant, il transfère le carburant des tanks, les réservoirs qui n'alimentent pas les réacteurs, sur les réservoirs qui alimentent les réacteurs. Donc, nous, on s'est retrouvés à devoir nous poser en surcharge et sans pouvoir vidanger les carburant. Donc, on s'est dit, si jamais les becs ou les volets ne sortent pas, on remet les gaz, se remet en circuit d'attente, on refait une analyse et puis on décide de ce qu'on fait. Voilà. Si on se pose en surcharge sans volet ou si on consomme le maximum en sortant les aérofreins, le train pour remonter. Voilà. Bon, on avait dit ça. Petite anecdote, il s'est posé la question de la préparation de cabine. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, l'opération de cabine, c'est pour sauvegarder les passagers. Il y a 3 préparations, la 1, la 2, la 3. La 1, en fin de compte, on prévient simplement les PNC derrière qu'on a un problème. Et puis voilà. Mais il ne se passe rien de plus. La 2, on leur dit, il faut que vous vous prépariez, il peut se passer des choses, donc ils se préparent. Puis la 3, en fin de compte, la 3, on prévient même les passagers. Et je ne sais pas si vous avez vu des fois des vidéos d'avions qui sont posés en phase 3 et des vidéos qui sont tournées en cabine où on voit les passagers qui ont la tête sur les genoux et les PNC qui hurlent au public adresse « Brace, 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 brace ». Enfin, c'est très, très, très flippant, quoi. Et moi, j'ai dit non, c'est me poser sur… Si l'avion marche bien, hein. Donc, si l'avion marche bien, si je n'ai pas de problème pour sortir les volets, me poser sur 3 réacteurs, c'est un exercice que je sais faire. On fait toujours ça au simulateur, 3 à 4 fois par an, donc je sais faire. Par contre,
Moi, j'ai des passagers qui ont vécu un éclatement moteur au-dessus du Groenland, notamment des gens qui ont crié parce qu'il y avait eu le feu, mais tout le monde dans l'avion savait que le moteur avait pété, tellement ça fait du bruit, que ça a vibré, et quand même les PNC sont sortis du post-repos, les filles étaient en culotte, enfin, c'était quand même un peu dantesque la situation. Et je me suis dit, sur 500 passagers, j'ai forcément des gens qui sont fragiles, qui sont malades ou qui sont vieux ou qui psychologiquement sont fragiles. Et moi, ce que je veux pas, c'est avoir à gérer un problème cardiaque après atterrissage parce que je me pose à Goose Bay. Je me pose pas à New York ou à Paris. Je ne vais pas avoir l'assistance. Et donc, j'ai choisi de ne pas faire cette phase 3. Tout ça, ça m'a été posé comme question par le BEA, par Air France. Et tout ça, j'ai répondu comme ça. Voilà. Donc, finalement, il n'y avait pas d'incendie par rapport à ce que disait le passager. Alors, le passager, c'est aussi une autre anecdote, je l'ai fait venir au poste avant qu'on se pose à Goose Bay parce que il se présentait comme ingénieur chez Thales. Donc, ce gars a dit qu'il a vu des flammes sur l'aile, c'est qu'il a vu des flammes sur l'aile. D'ailleurs, après, quand j'ai été auditionné par la gendarmerie du transport aérien, ils m'ont dit, vous savez, vous n'avez pas le droit de faire venir quelqu'un, bon, on va le faire. Dans ces cas-là, on prend les meilleures décisions. Et donc, j'ai discuté avec lui. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était en face du moteur, il a vu le moteur péter. Bien sûr, le moteur a pété, ça fait des flammes de partout. C'est sûr et certain. Ça a explosé, ça fait des flammes de... Et il lui a fallu 10 minutes pour attraper une hôtesse pour lui dire qu'il avait vu des flammes. Et c'est 10 minutes qui font que nous, on avait traité et quand l'hôtesse me dit que le passager voit des flammes, ça fait 10 minutes qu'il les a vues, les flammes. Donc voilà, quand il m'explique ça, je sais que non, je n'ai pas une aile percée avec du carburant qui est en feu. Mais oui, bien sûr, vous avez coupé l'arrivée carburant, vous avez déclenché l'extincteur du moteur, etc. Oui, sauf que là, on ne m'a pas dit que j'avais un feu moteur, on m'a dit que j'avais un feu sur l'aile. Sur l'aile, j'ai rien. C'est là où c'est dramatique. L'aile, pas d'extinction. Alors, est-ce que je peux intervenir une autre fois? Je suis désolé. Alors, on parle de feu moteur en aéronautique, mais en fait, c'est tout simplement une détection de température. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une alarme incendie dans le poste de pilotage sans aucune flamme dans le moteur. Il faut la traiter de la même manière. Et de la même manière, vous pouvez avoir une flamme et vous pouvez ne pas avoir de détection incendie. Il suffit que la flamme ne soit pas au bon endroit pour déclencher les détecteurs. Mais pour en revenir à ce cas spécifique, Christian a eu une très bonne analyse lors de sa panne, c'est-à-dire qu'il n'a pas négligé l'aspect moteur, bien sûr, mais comme il le dit lui-même, 3 moteurs, même 2, c'est quasiment un non-événement sur cet avion et ça se gère très bien. En revanche, le problème fondamental, et c'est ce qui a tué beaucoup de gens en aéronautique, c'est la réduction du domaine de vol. Donc, vous avez l'accident de Chicago, le DC-10 au décollage, qui a une séparation moteur, qui est vu comme une panne moteur, ni plus ni moins, et qui ressemble fort en fait à ce qui s'est passé sur cet avion, puisque une fois que la panne s'est produite, tout s'est calmé et finalement, il n'y avait plus aucune autre panne que la perte du moteur et de certains circuits, mais qui a conduit l'équipage en bon petit soldat à réduire la vitesse à V2, qui est la vitesse de panne pour obtenir la pente de montée, ce qui les a tout simplement tués. C'est-à-dire qu'ils ont le moteur étant parti avec une partie du bord d'attaque, le domaine de vol s'est tellement réduit qu'en fait, alors qu'ils avaient V2 plus 30 ou 40 à ce moment-là, le fait d'aller chercher cette vitesse pour avoir la pente a fait décrocher l'avion qui est passé sur le dos et ça a fait 300 morts. De la même manière, exactement pour les mêmes raisons, le 747 d'El Al à Amsterdam est revenu et tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, quand ces pauvres gens qui avaient perdu un de leurs 4 réacteurs ont réduit la vitesse et sorti les volets pour se poser, eux aussi sont passés sur la tranche parce que les volets sont sortis d'un côté, pas de l'autre. Et ça s'est terminé. Alors là, beaucoup moins de morts parce que c'était un cargo, mais c'était quand même un accident spectaculaire. Le facteur déterminant quand on a un dommage de cette importance ou une séparation, c'est pas tant le problème du moteur, mais le problème de l'aile et de ce qu'il en reste. L'état des systèmes et l'aile.
Bon, encore une fois, je suis vraiment désolé d'avoir été peut-être à ce point technique et ennuyeux. Et est-ce que le capot moteur qui a disparu de l'avion du Groenland, là, est-ce que a entraîné une traînée tellement forte que ça avait entraîné une dissymétrie de vol entre les deux côtés, donc de façon qu'il fallait compenser beaucoup plus qu'à la normale, avec un moteur en moins, en N-1? Oui, alors je vais répondre à cette question, mais d'abord, je vais revenir sur ce que disait François, parce que justement, ça, c'est une petite déviation que j'ai fait à une checklist, et notamment quand on a été auditionné par le BEA, Airbus et Air France, là, on m'a posé la question. Quand on se pose en surcharge, les checklists demandent à ce qu'on se pose avec la vitesse minimum, c'est-à-dire la vitesse minimum réduite de 5 nœuds encore. C'est vraiment une vitesse. Et quand on a fait la checklist atterrissage en surcharge, que la checklist nous a demandé ça, j'ai dit au copilote, moi je ne suis pas fan. On a une aile qui est endommagée, on le voit, on a un moteur qui ressemble à un chou-fleur, et j'ai 3300 mètres de piste devant moi, j'ai aucune raison d'aller me traîner proche du décrochage. Tu te rappelles de ça, Yann, on en a discuté. Et donc, c'est exactement ça. Moi, de toute façon, on avait fait le calcul pour se poser avec, je crois qu'on a pris 10 ou 15 nœuds de plus pour se poser et dans toute la sécurité sur le truc. En ce qui concerne la dissymétrie en vol, alors c'est rigolo parce que tu as débranché le pilote automatique pour voir un petit peu comment l'avion fonctionnait en haut, au niveau 370. J'ai dit, non, je n'ai pas fait ça. Et alors, la différence entre un Airbus et un Boeing, c'est que l'Airbus, quand on a le pilote automatique, toutes les commandes sont bloquées. Donc, on ne voit pas. Alors que sur un Boeing, moi, j'ai fait des Boeing assez anciens, du 747, comme ça. Quand il y a une grosse dissymétrie, on voit que le manche part d'un côté, que le palonnier part de l'autre. On sent que l'avion… Là, en fin de compte, non. Par contre, l'embardée a été forte. Hein. Je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois à mon chef pilote. Et d'ailleurs, cet avion, il a revolé 3 mois et demi après. Hein, donc, il y avait quand même des dégâts structurels sur l'avion. Mais moi, avec les commandes de vol qu'on a sur Airbus, c'est difficile d'apprécier si l'avion vole en symétrie ou en dissymétrie. Il faudrait peut-être que je mette à ce moment-là la page sur un écran, la page qui représente les gouvernes de vol pour voir comment sont placées les gouvernes. Mais nous, on est dans les checklists. Cet écran, il nous sert en checklist. Vous n'étiez pas là. Moi, je retiens ce que dit Airbus. Si l'avion vole, eh ben, on le fait voler. Et Airbus, il dit, vous appliquez les procédures, les techniques, la doctrine. Quand vous ne savez pas, quand vous ne pouvez plus, vous revenez au basique. Et si vous ne pouvez plus encore, vous faites voler l'avion. Et ben moi, c'est ça qui m'est resté. Je fais voler l'avion. Voilà. Eh ben, tu as eu raison, parce que de toute manière, si tu avais déconnecté le pilote automatique, étant donné le type de commande qu'il y a sur Airbus, et puis sur 380, elles sont vraiment extraordinaires, elles sont excessivement abouties, tu n'aurais rien senti. J'en veux pour preuve que lors de l'accident de la 320 qui a décollé de Nîmes et qui a détruit la quasi-totalité de son empennage arrière, donc ils n'ont absolument rien senti ni rien vu. Et quand ils se sont aperçus après l'atterrissage, en le pilotant tout à fait normalement, qu'ils n'avaient plus aucune gouverne de profondeur, qu'ils n'avaient plus que la moitié du plan horizontal arrière du côté droit et les 2/3 du côté gauche, ils ont fait une drôle de tête. Mais d'un point de vue de commande de vol, ça ne se ressentait pas. Pour la bonne et simple raison que les vérins bougeaient, donc de toute manière, les capteurs des commandes de vol donnaient des informations normales au système et que le trim compensait de manière automatique. Donc en fait, le système de commande de vol était ravi
Et n'ayant plus de retour des forces sur le manche, de toute manière, tu ne pouvais rien voir. François, si je puis me permettre, donc juste revenir sur la partie aéro de la question qui a été posée. On a calculé une traînée incrémentielle de 20% par rapport à un moteur en moulinet. Sur ce moteur, dont la principale caractéristique, ce n'est pas le manque du capot, mais le blocage de l'arbre et donc de tous les étages intermédiaires liés à l'arbre qui avait été tordu lors de l'éjection. Ça aurait entraîné par la lecture du trim de direction, peut-être qu'effectivement on aurait vu qu'il y aurait un point d'équilibrage. C'est surtout ce qui justifie l'absence de performance notée par Christian. Le défaut de performance, en tout cas, qu'on a noté, il était au niveau de l'établissement. Mais c'est très difficile de savoir d'où vient la dissymétrie. Parce qu'en cas de panne moteur, on a une dissymétrie de toute manière. Donc, on va l'avoir. Alors après, doser l'effet de la dissymétrie qui est dû à une aérodynamique particulière du fait de la destruction du moteur ou qui est tout simplement dû au moteur qui est arrêté et qui traîne, c'est difficile à dire. En revanche, ce que je disais, c'est que la manœuvrabilité aux ailerons et à la profondeur aurait été totalement transparente. Il n'aurait absolument pas vu de différence. Et en admettant par exemple que donc ce hub en se détachant ait détérioré une partie de l'empennage arrière, tel que de la même manière que l'avion de Nîmes, l'effet n'aurait pas été décelable sur les commandes de vol. Faude, tu voulais intervenir. Tu peux ouvrir ton micro si tu es toujours connecté. En attendant, on a un merci de Moslem. Merci à tous pour ce webinaire très intéressant. À bientôt. Non, mais, bonjour à toutes et à tous. Bon, j'ai assisté à un webinaire exceptionnel. Je suis très content de ce webinaire. Bon, je voulais d'abord remercier Yann pour la spontanéité avec laquelle il a accepté de nous faire ce webinaire. Et merci à lui d'avoir invité aussi Albert à ce webinaire. Bon, salut Albert. On a eu à travailler sur des sujets ensemble, sur des cas de VSP de vol passé. Et merci encore au commandant Christian Veillant parce qu'il a réussi quand même à sauver plus de 700 vies en ayant pris des bonnes décisions. Hein. Ça, il faut l'applaudir, le féliciter ou le remercier pour ça, mais c'est quand même un gros achievement, on va dire, par rapport au fait d'avoir sauvé des vies. Quand même. En tout cas, c'est un webinaire exceptionnel. J'espère que Yann, tu es prêt à participer, à organiser d'autres, parce que avec ce qu'on a vu ce soir-là, on compte t'inviter ou vous inviter encore pour d'autres webinaires. Avec plaisir. Okay. Merci Yann, merci. Je t'en prie, Fadel. S'il y aurait une dernière question dans les participants connectés ou une dernière remarque. Ouais, j'aurais une question sur l'aspect détection de panne, enfin analyse pour comprendre pourquoi ce qui se passait au niveau du moteur. J'ai cru comprendre que le 380 était équipé de caméras. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'en servir? Alors, juste un élément de réponse, Christian, et après les caméras en fait qui sont utilisées sont des caméras entre parenthèses entertainment et elles ne sont pas enregistrées tout simplement. Alors enregistré oui, mais visualisé par le pilote pour savoir qu'est-ce qui se passe sur les ailes, typiquement. Là, Christian, on peut répondre, mais il n'y a pas la visualisation. Oui. On m'a posé la question, c'est très comme question. On m'a posé la question et non, on ne voit pas le moteur 4 ou le moteur 1 avec la caméra. Et puis en plus, prendre un écran pour afficher les caméras. Et donc là, on a d'autres choses à faire. C'est aussi pour ça que j'ai déverrouillé la porte du poste, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de presque de la panique derrière. Et les gens derrière les PNC ont cru qu'ils étaient dans le vol Rio-Paris et qu'ils allaient s'écraser. Les gens qui étaient au poste-repos, ils ont senti le boom, senti les vibrations et senti l'avion qui se mettait en descente. Et pour eux,
c'était Loriot-Paris. Et donc, ils sont sortis de là. La première chose qu'ils ont fait, c'est venir me voir. Donc, moi, ce que je voulais pas, c'est qu'on sonne à la porte et qu'il y ait une vidéo qui se fait. Alors, après, je suis allé invité par Albert. Je suis allé chez Airbus passer la journée. Ils ont fait une rétrospective de cet accident. Justement, on m'a posé la question, est-ce que ce serait intéressant qu'il y ait des caméras qui montrent l'intégrité de l'avion à l'extérieur, parce qu'il y a plein de pas qui ne sont pas comment dire, protégés par des alarmes. Notamment, dessous, j'ai eu une baignoire qui, donc c'est ce qu'il y a sur les vis de volet et tout ça qui a été cassé. Dans cette baignoire, il y avait un échangeur hydraulique qui a été abîmé, mais bon, il ne fuyait pas, donc il n'y a pas d'alarme, mais bon, l'échangeur était abîmé. La profondeur, comme disait François tout à l'heure, bon, la profondeur, elle a été touchée quand même, elle n'a pas été gravement abîmée, mais elle a été touchée. Donc, si elle avait été touchée plus fortement, ben, j'aurais rien su. Si les gouvernes fonctionnaient, si les vérins fonctionnaient, moi, j'aurais rien su. Donc, ça, après, je peux laisser la parole à Albert, parce que c'est une question qui a interpellé Airbus. Alors, Albert s'est échappé, c'était son anniversaire aujourd'hui, et donc il a un petit repas prévu. Donc, il nous a quittés en s'excusant et en vous remerciant. Ils sont quand même envisage de mettre des caméras qui permettent de voir l'aspect extérieur de l'avion en vol. Parce que si j'avais été de nuit ou si de cabine n'avait pas amené de photos, ben, je n'aurais pas su ce qui est arrivé au moteur, je n'aurais pas compris pourquoi l'avion n'avait plus ses performances, pourquoi il ne tenait pas. Voilà. Sur les instruments, je n'avais rien de particulier, que la panne, bien sûr. Est-ce que vous avez pu manœuvrer les volets à l'atterrissage? Est-ce que vous étiez confiant dans le fait d'ouvrir les volets des deux côtés, des deux ailes donc? Oui, moi je suis tout à fait confiant dans l'avion. Si les volets ne sortent pas d'un côté, tout ça, ça va se bloquer. Et tout ça, c'est géré par des procédures. Et moi, à Goose Bay, j'ai 3300 mètres de piste. Donc, ce qui était prévu, c'est que si les volets ne sortaient pas correctement, on interrompait la phase d'approche. On a sorti les volets très tôt. On interrompait l'approche, on se mettait dans un coin, on faisait les pistes et on faisait un bilan. Et on se posait certainement avec les volets partiellement sortis à Goose Bay. Alors qu'en Gare du Suac, c'était plus le même problème. Qu'en Gare du Suac, on se retrouvait avec une piste qui aurait été trop courte. On aurait été obligé de dégager ou bien d'essayer de consommer le maximum de carburant. Enfin, je ne sais même pas si en étant à la Masse Mini, on aurait pu se poser avec les volets rentrés à Gare du Suac. Et on aurait dû dégager avec les volets sortis. Ce n'est pas du tout le même scénario. C'est pas du tout le même scénario. Mais je vais vous parler un petit peu de quelques petites anecdotes qui sont importantes, surtout dans la communication qu'on peut avoir avec les passagers, la communication qu'on peut avoir avec les PNC. On avait décidé avec les deux pilotes, on se posait à Goose Bay, comme on se posait en surcharge, on ne voulait surtout pas avoir un échauffement de frein en bout de piste et avoir des pneus qui se dégonflent. Donc on avait dit, si l'atterrissage se passe correctement, si on touche les roues au bon endroit, on va simplement sortir les réverses sur le moteur 2 et 3, et puis on ne freinera pas. On freinera vraiment au dernier moment, de telle façon d'avoir des freins froids. Mais je n'ai pas prévenu les PNC parce que ça me semblait... c'est un truc de pilote, quoi. Ça ne me semblait pas intéresser les PNC. Mais les PNC, ils sont quand même stressés. Ils ont vécu le moteur qui éclate, ils ont vécu tout ça. Enfin, et puis, ils savent qu'on se pose. Bon. Et eux, on se pose et l'avion ne freine pas. Et là, super. Et ils commencent à s'appeler, entre autres, on va sortir de piste, on risque de sortir de piste. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que pour moi, une non-communication au PNC de ce problème, ça me semblait
tout à fait anodin. Voilà. Mais ça a engendré un problème annexe. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je vous remercie, mais donc vous ne pouviez pas atterrir en lice, en fait. La longueur de piste n'était pas suffisante pour atterrir en lice. On regarde le Suac, donc au Groenland. C'est pour ça oui, qu'on a... mais à Goose Bay, vous pourriez atterrir en lice ou pas? Oui. D'accord. On aurait pu atterrir en lice, même en sauvetage. Parce qu'on a 3300 mètres de piste, alors qu'à Tonga-le-Suac, je crois qu'on avait 2008, un truc comme ça, 500 mètres de moins. Donc finalement, vous avez atterri à Goose Bay, mais pas en lice. Les volets sont sortis tout à fait correctement. L'avion s'est très bien comporté. Mais par contre, des petits trucs qu'il faut penser. Il y avait 25 nœuds de vent. On a dégagé la piste et puis on s'est retrouvé vent-arrière. Et avec le copilote avec qui je pilotais, on était contents et on allait rouler le filet l'avion. Et bien, nous en a pris parce qu'en fin de compte, le moteur était plein de débris, notamment des nids d'abeilles, des trucs comme ça. Et avec le vent, ces débris, ils sont partis devant nous. Et en fin de compte, nous, on les voyait du poste de pilotage devant l'avion. Ce qui fait que si on avait roulé, eh bien, on aurait pu éclater les pneus sur ces morceaux. Ils auraient pu être ingérés par l'autre tracteur. On aurait pu péter un autre tracteur. Voilà. Donc, c'est plein de petits problèmes qu'il a fallu penser. Et surtout, ça prend de l'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie, en fin de compte. C'est très, 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 très fatigant. On a l'impression de toujours marcher sur un fil au-dessus d'un précipice en se disant la 380, c'est un avion vraiment très particulier. Il est grand, il a les dimensions d'un terrain de foot. On déplace un terrain de foot. Il faut faire attention. On a vite fait de mettre un bout d'aile dans un réverbère. Il faut vraiment penser à ça. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous. On va peut-être clore ce webinaire ultra intéressant. Là, il est 20h05. Peut-être que Yann, tu peux mettre dans le chat vos coordonnées, enfin si vous êtes d'accord, en tout cas vos coordonnées à tous les deux et peut-être celle d'Albert aussi si jamais les participants souhaitent poser encore une ou deux questions. Les miennes sont complètement accessibles sur mon profil Alumni. Donc, ok, bon, mais parfait. Ou sinon, vous pouvez passer par moi, évidemment, si vous voulez les coordonnées de quelqu'un. Et je rappelle, donc, on a enregistré ce webinaire. Il sera disponible en replay dans quelques jours sur la chaîne YouTube d'ENAC Alumni. Et merci encore, Yann, d'avoir proposé ce webinaire et animé ce webinaire. Merci, Christian, aussi. C'était vraiment intéressant. Et je pense que tout le monde est OK pour le dire. Il y a eu quelques interventions dans le chat aussi. Encore des merci et bravo. Voilà. Merci. Un spécial bonjour à Philippe de Goutte. Salut Philippe. Salut mon ami Yann. Ça fait quelque temps, hein? N'est-ce pas? Oui. Les webinaires, ça sert à ça aussi. Hein, oui. C'est super intéressant. Merci Philippe. Est-ce que le Groenland est aussi sympa que Val d'Isère? Écoute, il y a beaucoup moins de pentes. Clin d'œil, oui. À bientôt. Allez, merci. Mohamed rajoute aussi merci à vous pour ce webinaire exceptionnel. Et Maud aussi, merci pour cette super conférence. Bruno aussi. Voilà. Bon, merci Estelle. à tous. Merci à vous surtout. Et puis, bonne soirée à tous et à très bientôt pour un autre webinaire. Bonsoir. Salut Christian. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut Faude. Salut.